Bonsoir à tous et à toutes. Euh, je- c'est un moment pas facile dans une galerie parce que dans une galerie, on est là pour promouvoir des artistes, pour les défendre, pour les valoriser. Et c'est la première fois qu'on est confronté à la mort d'une de nos artistes qu'on aime beaucoup, qui est une très grande artiste et une très grande personnalité. Et la façon dont Marjane est décédée, est morte, nous a quittés, nous laisse complètement désœuvrés. Voilà, il n'y a plus d'œuvre. Voilà, nous sommes désœuvrés. Ça fait exploser toutes nos croyances dans la vie, dans l'art, dans la transcendance. Enfin, pour nous, c'était vraiment très compliqué. Donc, quand j'ai vu tous les hommages dans la presse, dans tous les médias sur Marjane, je me suis dit tout de suite, il faut qu'on lui rende sa grandeur. Il faut qu'on mette Marjane Satrapi dans la grande histoire des femmes, parce que c'était une personnalité exceptionnelle et qu'il faut la remettre dans cette filiation, dans cette généalogie. Et donc, bien évidemment, j'ai pensé tout de suite à Michel, parce que Michel est l'historienne des femmes et de l'histoire des femmes. Et Michel a spontanément, immédiatement, avec enthousiasme, répondu oui. Donc vraiment, je voulais remercier Michel. Et je demandais aussi à Sarah, parce que face à cette mort, on est démunis. Depuis un peu plus d'une semaine, on n'arrive plus à penser, ça pulvérise toutes nos croyances sur le deuil, sur la vie, sur l'amour, sur les relations, sur l'œuvre. Et, le psy est là pour nous aider et pour nous aider à mettre des mots. Et mettre des mots, c'est déjà commencer à penser. Et pour moi, c'était important de le faire ensemble. Donc cette intervention n'est pas du tout préparée, elle est spontanée, elle est faite dans les mentions des uns et des autres, de nous, de se rassembler et de le faire la veille de son enterrement et aussi un grand moment d'émotion. Donc c'est un hommage que voilà, je voudrais qu'on porte tous à cette femme qui nous appartient tous, parce qu'on a tous lu Persépolis, on s'est tous identifiés à cette petite fille, on l'a tous, et on continue à l'aimer. Donc voilà, merci à Michel et merci à Sarah de nous aider à penser cette mort. Alors, penser l'impensable, cette mort-là, cette disparition brutale relève naturellement pour nous tous d'un scandale. Un scandale parce que on ne s'y attendait pas à ce choix d'une disparition volontaire, parce que ça vient aussi avec tout un imaginaire autour de l'absolu du sentiment amoureux et toute une tradition littéraire et artistique concernant la mort des amants. On va penser à Tristan et Iseult, on va penser à Roméo et Juliette, on va penser à La mort ne nous séparera pas. En tout cas, toute cette idéalisation de l'amour qui serait si fort qui l'obligerait in fine à se rejoindre dans la mort. Il arrive souvent que les gens, quand ils rompent, se disent « mais non, me quitte pas, je peux pas vivre sans toi ». Puis en fait, on voit très bien, hein, le petit train continue sa marche, tout jour, on va recommencer à aimer, à désirer, à vivre. On va faire ce qu'on appelle son deuil. C'est une expression très convenue, faire son deuil. En réalité, bien souvent, voilà, on fait son travail, on fait les courses, on fait éventuellement la cuisine, on ne sait pas faire la cuisine, mais on ne fait pas son deuil, on est fait par le deuil, on fait avec le deuil. Et nous n'avons pas toutes et tous les mêmes façons de faire avec le deuil. Et la façon dont nous avons de faire avec le deuil va avoir un lien, c'est lié avec, bien sûr, la façon dont nous avons été aimés ou pas dans l'enfance, aimés, désaimés, préférés, rejetés, l'environnement social et économique dans lequel nous avons grandi, la génétique aussi, parce qu'il y a des terrains tout de même, il y a des familles mélancoliques,
il y a des familles où la mort vient frapper à répétition comme cela, mais aussi bien sûr le pays dans lequel on se trouve, hein, et l'époque. C'est-à-dire que naturellement, quand on grandit enfant dans un pays frappé par la guerre et par la répression sanglante, quand on est sommé dans l'enfance de se cacher et qu'on est terrorisé, quand on voit sous ses yeux certains membres de sa famille, par exemple son oncle, n'est-ce pas, et son grand-père se faire arrêter, déporter, eh bien tout cela ne donne pas trop de ce qu'on appellerait de foi en la continuité d'exister. C'est-à-dire qu'au fond, il y a toujours une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête. La vie peut s'arrêter à tout instant. Alors, bien sûr, l'amour, le véritable amour peut être un remède à cette mélancolie-là. Mais il arrive justement que quand on perd cet amour-là, eh bien, on se laisse engloutir avec lui, dans lui, parce qu'au fond, rester en vie, et c'est ça qui est terrible et que je vous demande peut-être d'entendre, rester en vie serait ne pas avoir été à la hauteur de cet amour. C'est-à-dire, au fond, continuer à vivre serait une obscénité, serait une indécence. Il n'est pas question de parler de mes bouquins ce soir, ce n'est vraiment pas l'objet, mais cependant, je vais vous lire un petit extrait de Saturne qui parle de deuil et de mélancolie pour que vous compreniez bien ce qui peut arriver, comment est-ce qu'on peut avoir littéralement le cœur brisé. Avoir le cœur brisé, ça n'est pas seulement un signifiant littéraire, vous voyez. Ça n'est pas seulement une posture, ça peut être dans le corps. C'est médical, ça arrive. Les Japonais nomment Takotsubo, qui veut dire piège à poulpe, ce syndrome où à la suite d'une rupture amoureuse, d'un deuil ou d'un choc émotionnel intense, le cœur se déforme, ses muscles s'affaissent et deviennent si paresseux que tout à coup, littéralement, ils se brisent. La sidération de l'organe, ici dans le syndrome de Takotsubo, la sidération du myocarde, se retrouve également, mais cette fois sur le plan de l'esprit, dans un cas de mélancolie extrême ou de dépression anxieuse ravageante à son stade ultime. Et la personne peut, à la suite d'un trop grand choc, avoir la conviction qu'elle n'a plus d'organes, qu'elle ne vit plus, qu'elle ne peut pas vraiment mourir car elle n'est jamais née. Alors, c'est probablement, si vous voulez, je marche sur des œufs avec précaution, hein, mais c'est probablement quelque chose comme ça qui a pu arriver. C'est-à-dire, au fond, se laisser mourir dans son mort, se laisser partir avec lui. On discutait tout à l'heure dans l'arrière-salle et on se posait la question à laquelle, naturellement, je n'ai absolument pas de réponse. Mais que se serait-il passé pour Marjane Satrapi si, en Iran, cette année, les choses avaient mieux tourné? Vous vous rappelez comme il y a quelques mois, on a toutes et tous eu le cœur gonflé d'un immense espoir. À un moment donné, on s'est dit, ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne. Ça y est, ça va marcher. J'ai une copine iranienne qui vit en Suisse et elle m'a dit, écoute, ça y est, là, cette fois-ci, c'est la bonne. Je prends mon billet en juillet 2026, j'irai en Iran. Voilà. Donc, cette croyance en un idéal restauré, peut-être que cela a contribué à la faire tenir, à l'aider à vivre quelque temps encore. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle vous en dit? Moi, ce qu'elle me disait dès l'annonce du cancer, ça m'avait dit de toute façon, moi j'ai fait toute ma vie avec Mathias. Oui. Si ça se passe mal, je disparais. Je ne veux pas faire de deuxième vie. Elle ne pouvait pas envisager, elle avait l'impression d'avoir vécu tous les grands bonheurs, tous les grands plaisirs de la vie et que elle n'allait pas en faire une seconde avec quelqu'un d'autre ou seule. Elle pouvait pas, dès le départ de l'annonce de la maladie, elle ne pouvait pas s'imaginer sans lui. C'est-à-dire avant même sa mort et avant même qu'on sache que la maladie, sa maladie à lui, allait être irrémédiable. Parce que, bon, il y a l'annonce du cancer et puis il y a aussi, en fonction des cancers, bien sûr, il y a plus ou moins d'espoir et de degré de pourcentage de rémission possible ou pas. Mais là, c'était quand même très...
pas à un moment donné ne pas penser à la mort. Mais bien sûr qu'on y pense. Si on n'y pense pas, ça s'appelle le déni, et voilà, c'est un mécanisme de défense qui peut être utile, mais qui, dans ce cas précis, voilà, sert à retarder l'échéance. Or là, précisément, elle n'était pas dans le déni. Et c'est une femme qui a tout arrêté. Vous savez, bon, elle avait sa peinture, elle avait son cinéma, et elle a tout arrêté. Du jour de l'hospitalisation de Mathias, elle s'est installée avec lui à l'hôpital. Et elle disait ce que tu disais très justement tout à l'heure sur l'amour, elle disait, mais les autres familles, je les voyais, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, et à 17h, ils rentrent chez eux. Mais c'est à cette heure-là que c'est le plus anxiogène pour les patients, de rester seul, d'affronter la nuit, ses soins cliniques. Chaque nuit, elle est restée dormir à l'hôpital. Elle a tout arrêté. Donc il y avait un collage, et au fond, là, je crois, même avec plusieurs, je crois ne pas me tromper qu'au fond, elle t'avait déjà annoncé son geste à venir. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que... Elle l'avait dit à tout le monde, en fait. Et arrêtant son travail artistique, c'est déjà une façon de... C'est-à-dire, c'est un peu comme Bartleby, vous voyez, c'est la négation mélancolique progressivement. C'est je préférerais ne pas. J'arrête de travailler, j'arrête ceci, puis j'arrête cela, puis j'arrête de manger, puis, et à un moment donné, voilà, ça s'arrête, c'est l'extinction des feux. Et naturellement, voilà, et je postule aussi, on peut postuler, enfin cliniquement on le sait, que malheureusement, quand une personne passe à l'acte comme cela, je dois vous dire que, et ça se vérifie systématiquement, au fond c'était un scénario inscrit depuis très longtemps. Je dirais depuis l'enfance, ou depuis l'adolescence, depuis la rencontre avec un mal radical. Vous savez, le mal absolu, le mal qui est sans pourquoi, le mal qu'on ne peut, un innommable, qui nous laisse non pas face à un trou, au bord d'un trou, mais qui nous fait plonger dans le trou jusqu'à devenir le trou nous-mêmes. Et cette rencontre inaugurale avec cette dévastation-là peut engrainer la grammaire d'un scénario suicidaire, qui ne sera pas nécessairement raconté à ce moment-là, qui sera pas, mais la personne va se le raconter dans la tête, elle va décider, puis ça va être enfoui par les années, la vie, les bonnes rencontres, les succès, les réussites, et c'est pour ça que c'est terrible de se dire que, alors non, l'art ne peut pas tout. L'art ne sauve pas du désespoir, hein. L'art ne va pas consoler. Alors l'art peut consoler les gens qui vont dans des expositions, qui vont au cinéma, ou qui lisent des livres, ou qui vont voir des pièces de théâtre. Oui, le spectateur, le regardeur, le lecteur, lui, peut être consolé, mais l'artiste, non, ça ne le consolera pas. Éventuellement, il pourra trouver une compensation. Le nom d'artiste, par exemple, ça peut être très important, c'est-à-dire ça n'est plus le nom de naissance, mais c'est le nom d'artiste qui fait tenir, mais jusqu'à un certain point. Donc, j'ai lu Persépolis, j'ai vu Persépolis, je ne sais pas à quel moment le scénario de la mort comme issue, comme solution s'est présenté précisément pour elle la première fois. Mais ça a été décidé très jeune, et c'est pour ça qu'elle te l'a annoncé très froidement. Elle t'a annoncé le programme. En fait. Oui, mais elle le disait à tout le monde. Moi, j'étais intime, il y a un certain nombre à être intime avec elle. C'est pas un aveu. Non, c'est pas une confidence, c'est-à-dire elle le disait. Voilà, elle le disait. Donc on était tous prévenus, en fait. Voilà. Et on pensait tous qu'à partir du moment où elle en parlait, elle le ferait pas. Oui. Ce qui est une erreur. Oui, ça c'est une erreur, c'est-à-dire que souvent on se dit, bon, les véritables passages à l'acte suicidaire sont ceux des personnes qui n'en parlent pas, et puis un matin vous apprenez que voilà, ils se sont jetés par la fenêtre, ou pendus, ou autre. Or c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire quand ça n'est pas du tout théâtralisé, quand ça n'est pas spectaculaire, mais quand c'est énoncé de façon très sobre. Oui, c'est du réel, et en effet, elle a annoncé le programme. Il y avait quand même des indices, on pouvait espérer. Vous voyez, au mois de janvier, elle avait créé une fondation à son nom et au nom de Mathias pour pouvoir aider les cinéastes d'origine étrangère, donc comme elle quand elle était jeune,
pour venir étudier en France. Mais oui, mais Donc, est-ce que c'est pas... Alors, soit on se dit, ah mais c'est génial, elle a encore des projets, elle est dans la vie, c'est formidable, ou soit on se dit, bon ben voilà, comme une personne qui a décidé de mourir, range ses affaires, range sa chambre avant, vous voyez, fait le tri, c'était une sorte de testament, elle avait organisé sa disparition, probablement, probablement. Bon. ouais. Mais pourtant, elle avait réussi. Alors, on a tous lu Persépolis, on a bien vu qu'elle a été SDF à Vienne, elle a vécu des moments très difficiles. Donc, Et elle s'est pas foutue en l'air quand elle était SDF à Vienne, elle s'est pas foutue en l'air, voilà, plus jeune à d'autres moments. Mais là, c'est sur la question de l'amour, du grand amour et de la disparition. Ça a été le truc de trop, c'est-à-dire qu'au fond, elle n'est pas passée à l'acte à la suite d'une énième horreur qui s'est passée en Iran. non, elle a créé le mouvement Femmes, Vie, Liberté, elle a pris la tête, elle a créé des rassemblements place de la République, elle a rassemblé des chanteuses pour interpréter la chanson, elle a repris le crayon pour initier cette bande dessinée qui s'appelle Femmes, Vie, Liberté. Elle a été très, très active. Oui, mais justement, cette activité peut... et je sais que d'elle, on pouvait dire qu'elle était pleine de vitalité, pleine d'énergie, qu'elle faisait énormément de choses. Et donc, cette vitalité peut être un paravent assez redoutable qui masque en fait un désêtre profond et une décision radicale. Bien sûr, ça nous cause à tous de la peine. Est-ce que ce que je dis vous semble résonner en vous? Oui, oui, ça vous oriente un petit peu. Voilà, voilà déjà ce que je pourrais dire dans un premier temps. D'accord. Sur, sur la peine d'amour. Sur la peine d'amour, c'est-à-dire que, bien sûr, c'est la structure mélancolique, hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont faire leur deuil. Qu'est-ce que c'est une structure mélancolique? Alors, une structure mélancolique, aujourd'hui, on appellerait ça dépression sévère. C'est, par exemple, pour ceux d'entre vous qui ont lu Emmanuel Carrère, voilà, et ben, des moments d'effondrement radicaux. Je vous renvoie aussi à William Styron dans Face aux ténèbres. C'est pas juste une dépression. Au fond, dans la dépression, c'est le monde qui est vide, c'est-à-dire la dépression classique, hein, mais la bonne dépression costaud, c'est-à-dire avant on avait du plaisir à manger, à aller au cinéma, à faire l'amour, à travailler, et tout à coup on n'a plus de plaisir. Le monde, l'environnement qui était source de plaisir se vide d'intérêt. Il y a une perte d'intérêt dans les activités habituelles et des idées noires. Ou alors une fatigue extrême, selon certaines personnes, ça va être une anxiété, une fébrilité terrible, etc., etc. Dans la dépression, donc c'est le monde qui est vide. Dans la mélancolie, c'est autre chose, c'est le moi qui est vide. Freud, Freud, ça fait longtemps quand même, mais voilà, hein, il y a des trucs archaïques, mais il y a quand même des trucs hyper bien. Et dans Deuil et mélancolie, un texte de 1915, il y a cette phrase, voilà, c'est quand l'ombre de l'objet tombe sur le moi, hein, l'ombre de l'objet, voilà. Et donc l'objet d'amour, l'objet mort, qui va recouvrir entièrement le sujet vivant, et de telle sorte que la personne vivante va s'identifier au mort radicalement, va devenir ce mort. Et voilà, et à ce moment-là, il n'y a plus de place, c'est la pulsion de mort qui se déchaîne. Et ce qui peut maintenir les êtres mélancoliques le plus longtemps possible, ça peut être par exemple la colère, ou avoir un combat. Si on est en colère, on projette la haine de soi à l'extérieur. Et donc, on peut être en colère contre tout un tas de choses qui se passent dans le monde, on peut être en colère contre ses amis, voilà. Mais à partir du moment où on n'arrive plus à extérioriser tout ça, c'est la haine de soi, hein.
qu'est-ce qu'elle se reprochait exactement, ça, jusqu'à quel point. Il y a toujours une dimension auto-accusatoire dans la dépression mélancolique. Hein. On se hait et on a beau dire à la personne, vous êtes une grande artiste, vos œuvres m'ont sauvée, je me suis complètement identifiée à la petite fille de Persépolis, vos œuvres me rendent heureuse, etc. Ça fait rien. Alors, rien. C'est cautère sur jambe de bois. Et c'est cela le problème aussi. Et c'est la mélancolie, même si elle avait déjà décidé dès le départ, si le projet de mourir était là dès le départ. C'est une structure mélancolique, elle était comme ça, elle a toujours été comme ça. Mais c'est pas juste, elle va au bout de tout, elle est extrême, elle est sans concession et... Ah, tu veux dire à partir du moment où on vit tout et donc vivre tout, ce serait postuler autre chose, ce serait vivre tout intensément, c'est donc vivre tout mort incluse. C'est-à-dire je fais tout à fond comme un bolide, même pas peur. Même pas peur. Oui, même pas peur de la mort. Toi, tu penses que c'est... Je sais pas, moi j'arrive pas à penser. J'en sais rien, je sais pas. Je sais qu'on avait rendez-vous début juillet, on n'aura pas rendez-vous, voilà. Je sais que... voilà, mais son projet, il était là dès le départ. Oui. Elle ne pouvait pas vivre sans Mathias. Mais tout de même, il y avait l'illusion d'un rendez-vous en juillet. Oui, avec moi, avec d'autres aussi, j'imagine. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a précipité le geste? En tout cas, le geste est là, nous laisse sans voix, sans mots. J'essaye maladroitement de mettre de pauvres petits mots qui ne répareront pas le chagrin que nous avons, bien sûr, et la sidération, mais tout de même, ça aide à penser. Quand quelqu'un, fût-elle une grande artiste, commet ce geste, on peut légitimement lui en vouloir, être en colère. Dire, mais enfin, mais qu'est-ce que t'as foutu? Mais pourquoi? Tu nous laisses seuls, tu nous abandonnes. Enfin, t'aurais pu nous prévenir, t'aurais pu dire quelque chose. Et puis à d'autres moments, ça, pour certains autres d'entre nous, ce n'est pas la colère, mais la tristesse, le chagrin qui domine. Et ça va nous renvoyer à l'aune de notre propre structure, à nos propres chagrins, à nos propres deuils. Nous avons tous perdu des êtres ou connu des ruptures et voilà, on s'est à chaque fois posé la question, même 2 secondes. Hein, voilà. Puis la plupart du temps, on referme la porte et on trouve à faire avec et à faire sans. Pas pour les êtres qui sont tellement épris d'absolu. Font vivre, peut-être que pour elle, continuer à vivre, c'était négocier avec la médiocrité. Et elle n'avait pas du tout envie. Ah bah, c'était pas le style de la maison. C'était pas le style de Marjane. D'ailleurs, on voit dans toutes ses œuvres, il y a une radicalité, il y a une force, il y a une vie, et une vie des femmes aussi. Voilà. Une vie des femmes. Voilà. Donc, est-ce que l'acte d'amour va jusqu'à... Ah, ça c'est une grande question. C'est-à-dire, au fond, une femme si indépendante, une femme qui a beaucoup milité pour la cause des femmes, est-ce que ça nous... C'est terrible, est-ce que ça nous déçoit quelque part que parce que l'homme est parti, elle s'en va avec lui? Non, parce que d'ailleurs, elle croyait beaucoup dans la dernière révolution, contestation en Iran, parce qu'elle dit cette fois-ci, ça va marcher parce que les hommes sont là, parce que les hommes sont présents. Il ne peut rien se passer sans les hommes. Donc... Je ne sais pas. Michel aurait peut-être des... Donc Michel, maintenant il y a la mémoire de Marjane. Voilà. Et voilà, je vous ai demandé d'intervenir parce que pour moi c'est une des grandes femmes de l'histoire. Oui, absolument. Moi, quand je réfléchis à sa condition, que je connais mal finalement, hein, je la connais surtout par Persépolis, oui, où elle parle quand même beaucoup de la condition des femmes. Elle est en Iran et elle refuse, au fond, la condition des femmes iraniennes. C'est une femme qui part. Et pour elle, partir, c'est refuser, c'est résister. Et elle part d'abord, pas en France, elle part d'abord en Autriche. Hein. Elle raconte d'ailleurs beaucoup de choses de ce point de vue-là.
Et puis, elle vient en France. Hein. Pourquoi vient-elle en France? C'est une question. Hein. D'une part parce qu'il y avait une culture française dans la famille, elle possédait assez bien la langue française, et puis parce que, peut-être de manière illusoire, la France est quand même le pays des droits de l'homme et peut-être des femmes aussi. Hein. Voilà. Donc, elle vient là et elle essaie de frayer son chemin Il y a Marie Curie là. aussi. Hein. Il y a Marie Curie. Bien sûr, il y a des exemples pour elle. La France, c'est le pays de Marie Curie, le pays Qui était en exil ça. aussi, qui est une Polonaise, elle, Voilà. qui... Voilà. Autrement dit, il y a des chemins possibles à mener en France et en définitive, bah, c'est ce qu'elle a fait. Hein. C'est ce qu'elle a fait. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de penser au contexte. Hein. Je ne suis pas très sûr des dates, mais elle naît vers les années 1970. Hein, et elle arrive en France dans les années 90, à peu près. Qu'est-ce qui se passe en France à ce moment-là pour les femmes? Eh ben, c'est une période intéressante. C'est une période intéressante parce que les femmes en France ont quand même gagné pas mal de choses et le mouvement des femmes à ce moment-là est assez intense. Alors, quel a été son contact avec les femmes en France et les féministes? Ben, l'histoire reste à faire. Hein. Il y a certainement beaucoup de choses à dire, mais malgré tout, c'est elle et d'autres probablement qui ont lancé Femmes, Vie, Liberté. Et ça, c'est en écho à la situation en Iran dernièrement. Bien sûr, mais d'une certaine manière, elle se sent responsable des femmes iraniennes et il faut agir pour elle. Elle n'a jamais peint que des femmes. Comment? Elle n'a jamais peint que des femmes. Elle n'a jamais peint que des femmes. Et des femmes iraniennes. Absolument, absolument. Autrement dit, il y a dans son identité quelque chose qui la rattache fortement aux femmes iraniennes. Hein. Et alors, comment a-t-elle vécu cette période? Je pense que cette histoire reste à faire. Hein. Il faudra la faire de manière détaillée. Évidemment, avec Persépolis, il y a quand même beaucoup d'éléments. Elle parle beaucoup du voile. Beaucoup, hein, beaucoup. C'est très, très présent. Et il est probable qu'elle ne le supportait plus et que en France, bah oui, en France, on ne porte plus le voile. On peut ne pas, en tout cas, le porter. Hein. Et cette libération du corps, cette libération vestimentaire qui est toujours une libération du corps, c'est quelque chose que visiblement, si on lit Persépolis, elle a vécu beaucoup. Hein. Alors voilà, c'est quelques petites remarques comme ça. Pour elle, la révolution islamique, c'était une grande rupture. Parce que Marjane, c'était un garçon manqué. Elle jouait au foot avec ses copains dans la rue. Et du jour au lendemain, tout est interdit. Elle a plus le droit. Ils sont plus dans la même école. Ils sont plus. C'était très violent parce qu'elle adorait les hommes et elle adorait jouer avec les hommes, même si. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'elle est partie parce que c'était plus supportable. Mais ceci dit, elle reste une migrante quand même. Elle reste quand même une femme qui est partie, une femme qui a migré. Et là, sa condition nous fait réfléchir une fois de plus à la condition des femmes migrantes. C'est évident pour personne, et évidemment pas pour une Iranienne. Et il est probable que sa mélancolie, peut-être liée à une structure mélancolique, mais peut aussi l'être à cause de sa situation. Hein, sa situation sociale, sa situation de migrante, de celle qui est partie, qui a laissé derrière elle ceux qu'elle aimait. Ce qui est très curieux dans Persépolis, je n'avais pas vraiment remarqué tout ça dans la première lecture, c'est que elle agit presque seule. Non pas qu'elle ait de mauvais rapports avec ses parents, pas du tout. Hein. Et elle peint son père et sa mère comme des gens extrêmement solidaires d'elle-même, son père notamment, qui l'admire beaucoup, etc. Mais elle décide de sa vie indépendamment d'eux. Et par moments, elle ne leur donne aucune nouvelle. Hein. Elle vit sa vie, et ça,
c'est cette situation de départ, de migration, de solitude tout de même, de solitude relativement choisie aussi. Parce que cette solitude, c'est refus. Hein. C'est refus d'être comme les femmes iraniennes. Elle veut vraiment autre chose. Quitte, évidemment, à franchement tirer le diable par la queue. Hein. Vraiment, quand elle, dans Persépolis, on la voit, vous l'avez rappelé, coucher dehors, ne pas très bien savoir ce qu'elle va manger. Hein. Elle a vécu véritablement la pauvreté, la misère, la pauvreté, et en définitive, une situation relativement choisie, puisque elle l'a voulu, et que c'était aussi un refus de la condition des femmes iraniennes. Donc, toute cette trajectoire tragique, hein, nous ramène à sa personnalité, évidemment. C'est une personnalité qu'on sent extrêmement forte, vous l'avez très bien évoqué, et en même temps nous renvoie à toutes ces conditions qu'elle a traversées, qu'elle a vécues. Et dans une France où la condition des femmes s'améliore, hein, ça c'est quand même une trajectoire, et c'est là où on aimerait en savoir davantage. Moi, j'ai connu Femme, Vie, Liberté parce que un jour on nous a appelés, enfin, je veux dire, on a été à des manifestations dans des différents lieux pour Femme, Vie, Liberté, mais sans connaître à ce moment-là le rôle de Marjane Satrapi. Mais probablement que ce rôle a été important. Avec les femmes, oui. Mais en fait, elle était aussi complètement obsédée par sa création. Donc, voilà. Tous les dessinateurs avec qui elle était, c'était que des hommes. Elle était quand même aussi dans un univers d'hommes. Donc, c'est son courage. Je voudrais aussi vous voyez, la singularité, puis son génie quand même. Bien sûr. Elle a un génie. Avec une difficulté supplémentaire d'avoir justement choisi l'art, hein, qui n'est pas si facile que ça pour les femmes. Vous le rappelez à l'instant. En effet, elle est dans un univers d'hommes où les valeurs masculines sont particulièrement reconnues, hein, et où il n'est pas facile à une femme de se faire un chemin. Et pourtant, c'est ce qu'elle choisit, parce que c'est sa création, en définitive. Mais être créatrice pour une femme, même dans ces années-là, encore une fois, il faut quand même rappeler que c'est pas la préhistoire. On est dans les années 1970 et après. Hein. Et il y a eu déjà beaucoup de changements. Mais les changements sont relatifs. Ils sont particulièrement restreints, difficiles, quand il s'agit de création. Et évidemment pour une migrante. Hein. La condition de migrante la rend vraiment particulièrement solitaire. Évidemment, ce que je ne sais pas, peut-être vous le savez, c'est quels étaient les liens entre les Iraniens en France. Est-ce que Marjane Satrapi a retrouvé d'autres femmes iraniennes, probablement un peu aussi, parce que Femme, Vie, Liberté, mais c'est quand même pas un mouvement isolé, c'est un mouvement collectif. Hein. Donc il y a probablement quelque chose qui se passe à ce moment-là. Oui, mais quand elle arrive, on est loin de tout ça. Elle est dans sa création, et d'ailleurs au début, elle s'imagine même pas artiste, peintre. Elle fait une école à Strasbourg d'art appliqué, et c'est progressivement, et c'est après une panique, une crise panique où elle est hospitalisée, et elle sort de cette crise panique. Elle dit, ben j'ai pas le choix, faut que je fasse Persépolis. Voilà. Il y a faut que je passe par moi. C'est Persépolis qui la lance. Oui, mais enfin, ça s'est pas fait tout seul. Toutes les maisons d'édition ont refusé Persépolis. L'association, qui est une association comme son nom l'indique, qui était la seule maison d'édition à avoir accepté de publier. Et quand les autres maisons d'édition ont vu que ça commençait à fonctionner, ils lui ont offert des ponts d'or pour qu'elle change de maison d'édition. Est-ce qu'elle a toujours refusé? L'argent, c'était pas du tout son affaire. D'ailleurs, elle était drôle, elle disait j'adore l'argent, parce qu'elle s'en foutait. Elle était toujours très provocatrice, elle disait tout et son contraire. Ouais, elle avait cette liberté de pouvoir dire tout ce qu'elle voulait. Ouais.
Donc, voilà. Et est-ce que dans l'histoire, vous qui connaissez bien l'histoire des grandes femmes, est-ce que vous avez d'autres, à part Marie Curie, vous en avez peut-être d'autres des femmes comme ça qui ont réussi malgré la solitude parce que Marie Curie c'est pareil, elle est immigrée, elle est la seule femme. On voit d'ailleurs dans son film qu'elle a fait pour Marie Curie auquel elle tenait énormément, les difficultés qu'a eu Marie Curie pour pouvoir enseigner auprès des hommes. Mais ça a toujours été difficile pour les femmes de s'affirmer, surtout dans le domaine de la création. Et celles qui le font, ça commence par des femmes un petit peu d'exception, comme on dit. Hein. Soit par leur volonté, évidemment, il faut de la volonté pour faire ça, mais avec une petite situation qui rend les choses possibles quand même. Hein. C'est souvent comme ça, une situation un petit peu favorable et puis une volonté qui s'empare de ça. Et toute l'histoire des femmes commence par des femmes d'exception. Avant que ça devienne des mouvements plus collectifs qui donnent une assise un petit peu plus large. Mais oui, bien sûr. Et faire l'histoire des femmes, c'est s'interroger sur les rapports hommes-femmes, ça c'est évidemment l'essentiel. Et c'est commencer par suivre ces femmes d'exception en les replaçant dans leur temps, dans leur action, etc., pour aller ensuite vers la quête de formes plus collectives qui sont évidemment beaucoup plus importantes au XXe siècle. Mais enfin, elle a vécu au XXe siècle. C'est pas une femme du XIXe, c'est une femme du XXe. Parce que quand vous parlez de femmes d'exception, vous pensez à certaines femmes en particulier? Oh, ben, je sais pas, on peut pas, je sais pas, on va citer Marie Dagout, George Sand, et quantité d'autres, enfin. Oui, j'ai pas des listes de noms comme ça, mais enfin, il y en a pas mal. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et puis, ça devient progressivement plus collectif. Le féminisme, dont le mot, il faut rappeler, le mot féminisme, c'est un mot de la fin du 19e. Le mot n'existe pas avant. La chose existe, bien sûr. C'est-à-dire, si on entend par féminisme la lutte pour l'égalité entre les sexes, alors évidemment, ça précède toute nomination. Mais enfin, malgré tout, quand on nomme quelque chose, c'est que ça devient plus important, et c'est la fin du 19e à ce moment-là. Et à ce moment-là, on voit vraiment des actions plus collectives. Et la question pour Marianne Satrapi, dans son histoire, je me pose la question, j'ai pas du tout de réponse, qu'est-ce qu'elle a trouvé en France du point de vue des autres femmes et des féministes? Je ne sais pas. Non plus, on n'a jamais parlé. Mais ça devrait avoir été possible. Ça devrait. Ouais. Elle est restée à s'identifier à des femmes d'exception, peut-être pas à des mots, je sais pas. Oui. Voilà, mais c'était le lieu de la bande dessinée aussi, c'était le lieu de. Et puis l'Iran est quand même un pays aussi francophone et francophile. Il y avait et puis elle a tout de suite trouvé un environnement avec des garçons avec lesquels elle a travaillé et où ça fonctionnait. Et Mathias, c'était deux immigrés aussi. Donc ils se sont rencontrés, voilà. Et elle aimait beaucoup la France. Dès qu'elle a pu, elle a demandé la nationalité française. Elle disait toujours ma voiture est française, tout chez elle était français. Et en même temps, elle a refusé la Légion d'honneur. Oui. Bon, c'est pas du tout incompatible. Ouais. Non. Alors comment vous comprenez ce refus? Comment vous comprenez ce refus? Je ne sais pas. D'abord, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Donc, c'est des hypothèses. Là, c'était un peu le retour de l'Iran, ce qu'elle disait. Oui. Elle a refusé la Légion d'honneur parce qu'elle trouvait que la position du gouvernement français vis-à-vis de l'Iran était ambivalente. Voilà. Donc, elle craignait probablement, si elle acceptait, de ne plus pouvoir critiquer justement la position française, de s'aliéner, de perdre sa liberté. Oui, c'est le refus d'être esclave. C'est le refus de se soumettre à. Absolument. Et la Légion d'honneur, après tout, qu'est-ce que ça pouvait faire? C'était pas important. C'était pas important. Et peut-être que le risque d'accepter, c'était de donner les armes à ceux qui la critiquaient.
car elle est quand même critiquée aussi. Hein. Et là, et puis il faut conserver sa liberté. Cette femme qui part, cette femme migrante, cette femme résistante, hein, la Légion d'honneur, qu'est-ce que ça pouvait bien lui faire? C'est dérisoire par rapport à sa condition. C'est dérisoire. Bon, on aurait pu, évidemment, défendre une autre position. Oui. Après tout, puisque c'était une forme de reconnaissance quand même, de lui proposer la Légion d'honneur. Oui, bah, elle aurait pu le faire, mais elle a probablement pensé que les risques d'aliénation et d'être taxée d'une certaine manière de collaboratrice étaient risqués. La femme vie liberté, il ne faut pas oublier. Femme vie liberté. Elle adorait dire non. Voilà. Suite à l'exposition qu'on avait fait Femmes ou Rien, il y avait le comité qui était passé pour les Jeux Olympiques et qui lui avait écrit une lettre très administrative pour lui commander une œuvre qui serait tissée par Aubusson pour les Jeux Olympiques. Et donc elle m'appelle, elle me dit François, je dis non. Je dis pourquoi vous dites non? Elle me dit parce que je dis non, ça m'emmerde, j'aime pas du tout leur courrier, super administratif, c'est pas moi du tout. Moi je fais pas ça. Je me dis vous pouvez pas Marjane, vous êtes tout français, tout machin, les Jeux Olympiques, c'est un mouvement, c'est un moment international. Elle me dit François, j'ai pas du tout l'esprit olympique. Je dis mais c'est pas grave. Elle me dit non, moi dès que je joue, je pense qu'à tricher. Donc j'ai pas du tout un esprit sportif. Je suis anti-sportif, j'aime pas du tout. Je dis, vous faites quelque... Et elle a fait une œuvre qui est extraordinaire, qui a été tissée, qui voilà. Mais elle adorait dire non. Voilà. C'est oui. Voilà. C'est pour ça que j'ai du mal à voir la mort chez elle, quoi. Il y avait tellement la vie, il y avait tellement. Oui, mais malgré tout, quand on lit ou relit Persépolis, on est aussi frappé de l'importance des périodes de dépression. Hein. Ça, vraiment, elle en parle. Elle en parle à plusieurs reprises. Et je pense que malgré tout, c'est pas facile de vivre tout ce qu'elle a vécu. Et la dépression la guettait. Enfin, elle le dit. Elle avait un très grand sentiment d'injustice. Vous voyez, ouais, très grand sentiment d'injustice. L'injustice de la guerre, l'injustice de l'exil. Là, et après, elle dit, moi, j'ai tout le temps travaillé, j'ai tout le temps donné le meilleur de moi-même, j'ai toujours, voilà. Et là, l'injustice de la maladie. Oui. Ouais. Oui, en effet, face à la maladie, il se trouve des gens qui vont dire, mais c'est pas juste, pourtant j'ai tout bien fait. J'ai fait de mon mieux, comme si la maladie, sa propre maladie ou la maladie d'un proche, devait être, pardonnez-moi, le châtiment, hein, c'est-à-dire une sanction face à quelque chose égal X qui aurait été mal fait ou qui n'aurait pas été fait. Or, quand on estime qu'à un moment donné, on a fait tout bien, qu'on a été à la pointe de soi-même ou qu'on s'est comporté de façon convenable, courageuse, digne, et que, ça arrive comme ça, et ben on se dit, c'est injuste, mais pourquoi ? Or, bon, ça c'est une grande question morale. Hein. Est-ce que c'est injuste ou est-ce que c'est comme ça? Oui. C'est-à-dire d'une personne qui aurait une vie Là, c'est injuste. C'est injuste. Oui, bien sûr. Pour nous, c'est injuste. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on pourrait. C'est la plus grande des injustices, d'ailleurs. Bien sûr, mais il y a des gens aussi qui vont dire non, c'est pas injuste, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est la vie, c'est la mort, ça frappe de façon aléatoire et peu importe le mérite, le courage, les liens d'amour, etc. Et c'est une vision plus sèche des choses. Mais en tout cas, pour nous tous, on trouve ça profondément injuste. Et c'est pour ça qu'on est si peinés, bien sûr. Oui, le ressentait de façon d'autant plus injuste que tous les deux, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont été SDF, ils ont été toxicomanes, ils ont frôlé les comportements quand même à risque et proche de la mort. Il y avait une recherche autour de ça quand même. Oui, mais après, il y a une résurrection aussi. Il y a une création, il y a une œuvre, il y a... Oui, il y a une vie politique dans le bon sens du terme, quoi, de rassembler. Oui. Est-ce qu'elle avait, vous qui l'avez bien connue, est-ce qu'elle avait le sentiment d'avoir créé une œuvre?
Est-ce que ça comptait pour elle, ça? Bon, elle était toujours dans la dérision d'elle-même. Elle était toujours... Dans la dérision d'elle-même. Oui. Voilà. Oui. Elle se moquait, elle était toujours dans la dérision. Ce que je racontais tout à l'heure, elle était venue à l'école des filles, l'espace d'art, où on faisait les rencontres à Huelgoat. Vous êtes venus avec Mona, avec et on avait fait une rencontre. Je me souviens plus exactement du thème, mais c'était sur la passion, l'engagement, le voilà. Et il y avait 3 intervenants. Donc il y avait un producteur, un artiste et Marjane. Et Marjane, bon, on l'avait passé en dernier, et donc producteur très sérieux sur son engagement dans le cinéma, l'artiste aussi très sérieux, mais l'artiste en plus dans son comportement quotidien, il a une vie très christique, quoi. C'est comme s'il allait se crucifier tous les jours, il va peindre dans des conditions extrêmement dures. Et, voilà. Et après, il y avait Marjane, et puis donc ils disaient tous qu'ils avaient toujours voulu faire ce qu'ils ont fait dans leur vie, de leur création, qu'ils donnaient toute leur vie de façon extrêmement sérieuse et dense. Et Marjane qui dit, ben moi je réfléchissais, et mon premier désir dans la vie, c'était d'être pute. Oui. Voilà. Et donc du coup, les 2 garçons après l'ont détesté parce qu'ils avaient l'air ridicules à se prendre tellement au sérieux. Donc voilà. Et elle voilà, elle était vraiment dans la dérision d'elle-même et dans le voilà. Parce que voilà. Et d'en rajouter sur les putes du quartier qui devaient sûrement pas exister, mais dit voilà, et de nous faire un film sur ces fantasmes d'enfants. Oui, donc il y a un imaginaire très floride et donc une mélancolie féconde, très voilà. Ne pas se prendre au sérieux et surtout ne pas donner le sentiment qu'elle se prend au sérieux. Enfin vraiment, ça je crois que c'était important aussi. Oui. Non, mais elle se prenait absolument pas une fois. Puis elle rencontre quelqu'un, et puis elle me dit, ouais, je l'ai rencontré, on était dans une soirée très chic, dans une ambassade, il y avait tout le monde entier, etc. Puis il y avait un livre d'or, on m'a demandé, faites un dessin, etc. Elle m'a dit, ça m'a tellement gonflé, j'ai fait un sexe d'homme en érection. Elle qui ne peint que des femmes. Et voilà. Donc elle est toujours dans la dérision d'elle-même. Donc, oui, c'était même pas, voilà. Voilà. Oui. Oui, toute l'histoire de Marjane Satrapi nous renvoie à une histoire des souffrances, quand même, des souffrances, des difficultés des pays islamistes, il faut bien le reconnaître, l'Iran, c'est évident. Hein. La difficulté de l'exil, c'est quand même une exilée, hein, même si elle s'intègre, elle est exilée. Et tout ça nous dit beaucoup de choses sur elle, mais plus largement aussi sur la condition des femmes iraniennes et la situation dans ces régions. Non, mais vous avez raison, parce que le mouvement Femmes, Vie, Liberté qu'elle a initié, elle a fait à la suite de l'assassinat de cette jeune femme, dont je me souviens plus du nom, suite à son arrestation parce qu'elle n'avait pas porté le voile ou qu'il n'était pas bien mis, etc. Là, pour elle, il fallait qu'elle devienne politique. Il fallait qu'elle intervienne et il fallait que, non, voilà. Non, tout à fait. Est-ce qu'on sait quels échos sa disparition a eu en Iran? Oui, ça c'est une question. Non. J'ai essayé d'interroger des amis qui revenaient d'Iran. C'est compliqué. Mais est-ce qu'on en parle? On en parle ou on ne sait pas. Oui. Ça c'est une question. Oui, c'est une vraie question. Ouais. Oui. Je pense par rapport à la persistance de l'œuvre et la trace, voilà, bon, la trace que son geste final laisse, bien sûr, là-bas. C'est qu'est-ce que ça veut dire aussi pour ces femmes qui vivent là-bas, hein, la disparition de Marjane Satrapi, ce geste-là, voilà, c'est tout de même la responsabilité d'un geste. Et oui, est-ce que, de fait, il est trop tôt pour le dire, elle va être iconisée alors que de son vivant, bon, c'était compliqué d'en parler. Merci François. Merci Marjane. Voilà. Je pense à elle. Et rendez-vous demain au Père Lachaise. Voilà.